Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Pour aller au plus simple, je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer. Tu veux partir par là? Bonsoir, je m'appelle Paul Hervé, Lavessière, je suis urbaniste. Je travaille avec Théa Drocourt, qui est ici à mes côtés, dans une association qui s'appelle l'Agence des Sentiers Métropolitains. Et en gros, nous, notre travail, c'est des itinéraires de randonnée qui parcourent les villes et leurs périphéries. Et on réfléchit à comment ça fait voir la ville autrement depuis le piéton, notamment sur les questions de nature, de rapport ville-nature, mais on en parlait tout à l'heure. Du coup, il m'a présenté, mais Théa Drocourt, juriste et urbaniste, et voilà, je travaille chez Sentiers Métropolitains, Alpol. Bonjour, donc Marine Reynard, je suis cofondatrice de Partie Civile, qui est donc une association qui vise à l'accélération de la transition écologique et solidaire. Pour être assez concise, de deux façons. On travaille sur des ateliers de réflexion et des groupes de travail avec des citoyens et des experts pour proposer des solutions concrètes aux politiques publiques actuelles. Et sur un deuxième levier, un levier de sensibilisation pour sensibiliser davantage aux enjeux environnementaux pour les plus jeunes comme les plus vieux. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Pierre Merlet, j'ai 23 ans. Je suis ici parce que j'ai créé les ruches Villette. En gros, c'est des ruches que j'ai installées il y a 2 ans au parc de la Villette. Donc, je suis apiculteur et j'ai aussi une partie de mes ruches qui est en Mayenne, dans l'ouest de la France. Voilà. Merci beaucoup à vous quatre d'être présents ce soir pour discuter de cette thématique très large qu'est la nature en ville. Donc on va pouvoir aborder, j'imagine, plein de questions, plein de sujets. Pendant toute la discussion, évidemment, à la fin, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Mais l'idée, c'est que ça soit une discussion. Donc si vous avez des questions au long de la discussion, n'hésitez pas à les poser et on vous passera un micro. Donc c'est un échange avec vous aussi. Nature en ville, vaste sujet. Donc, comme je le disais, la question de la biodiversité émerge de plus en plus quand on parle de dérèglement climatique. On avait toute une journée sur la thématique de biodiversité, de nature, samedi à la COP. Comme Yann notamment le rappelait, et de plus en plus, la problématique de considérer les villes et les territoires urbains comme acteurs potentiels de la transition émerge aussi de plus en plus, et non plus comme uniquement les États comme les seuls acteurs de ce sujet. Et donc la rencontre entre les deux, c'est en effet quelle est la place de la nature en ville, là où de plus en plus la population humaine se rassemble et se concentre. Comment est-ce qu'on peut construire, comment est-ce qu'on imagine la ville de demain avec potentiellement plus de diversité, mais une biodiversité qui restera probablement différente de celle qu'on peut trouver en dehors des villes. Moi, comment je l'aborde par le prisme des abeilles, logique. L'idée étant qu'en fait, moi je remarque la biodiversité en ville, je note les changements qu'il peut y avoir en ville grâce aux abeilles. Ce qui est hyper intéressant avec les abeilles, c'est que c'est vraiment la croisée entre le végétal et l'animal, donc entre nous, les humains, et toutes les politiques qu'on va mettre en place pour mettre des végétaux, ou même les végétaux qui poussent spontanément en ville. Moi, ce qui m'intéresse avec la nature en ville et toutes ces questions-là, et la question des pourquoi mettre des ruches en ville globalement, c'est aussi pour se rapprocher en fait et utiliser le fait qu'il y ait une grande concentration urbaine, une grande densité, justement pour permettre une sensibilisation, une pédagogie à des publics qui sont très variés, des jeunes, des moins jeunes, et des personnes qui sont ou pas initiées, et de rapprocher les thématiques environnementales directement en ville. Montrer qu'en fait en ville, on a aussi une biodiversité, il y a aussi des écosystèmes qui sont en place, et que tout ça existe en ville, et on le rappelle via le prisme des abeilles. Moi, les personnes qui viennent me voir viennent pour les ruches, pour les abeilles, et finalement on aborde plein de questions de nature en ville, de biodiversité, d'espèces végétales, d'espèces invasives, et toutes ces questions-là sont traitées grâce aux abeilles. Je pense que ce qui est pertinent et vraiment intéressant dans les enjeux de nature en ville, c'est de comprendre qu'en fait, on s'est développé depuis des années sans vraiment prendre en compte en fait les enjeux de biodiversité.
notamment les abeilles, mais beaucoup d'autres enjeux liés à la biodiversité et notamment aux espèces qui composent en fait notre univers. Et en fait, sans les prendre en compte, on s'est développé, on a artificialisé les sols, l'urbanisme s'est complètement a pris énormément de place et a laissé finalement très peu de place au développement d'autres espèces. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est de comprendre que notre planète, on la partage avec d'autres espèces, et il faut réussir à comprendre comment est-ce qu'on peut continuer à développer nos activités humaines qui sont essentielles, tout en étant en accord avec le développement de ces autres espèces et la préservation de la biodiversité qui diminue de façon drastique ces dernières années. Et finalement, c'est vraiment un enjeu de s'adapter face à ce déclin qu'on observe depuis ces dernières années. Et c'est ce que tu fais très très bien avec les ruches et notamment avec les enjeux de sensibilisation que tu soulèves. C'est de comprendre que voilà, on partage ce territoire et c'est pour ça que la nature en milieu urbain, la biodiversité en milieu urbain, je préfère toujours dire ça parce que c'est vraiment ces écosystèmes qu'on partage et qui se développent et de vraiment comprendre qu'on doit partager en fait ces territoires. Ce que disait Papol tout à l'heure, c'est que Sentiers Métropolitains, donc on fait des sentiers, mais on a aussi tout un volet de l'activité qui est de développer aussi un peu une offre de formation, on va dire. Et en fait, parmi cette offre de formation, on a aussi un jeu qui est inspiré de la fresque du climat, qu'on appelle Ville terrestre. Et l'idée, en fait, c'est de se placer tous ensemble devant une feuille blanche et sur laquelle, en fait, on vient regarder quelles sont les solutions pour créer une ville écologique du futur. Et en fait, grâce à cette fresque, en fait, on voit que la réponse, notamment à la nature en ville, est finalement beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, car il y a beaucoup de thématiques en fait, qui rentrent en compte. Et donc c'est difficile d'y répondre comme ça rapidement. Mais globalement, en fait, moi je pense que l'un des trucs qui est important, c'est qu'on arrête de séparer les fonctions en ville et qu'on arrête de dire qu'il y a une zone qui est pour la nature, une zone pour l'agriculture, une zone pour les activités. Et en fait, ce qui est important avec la notion de nature en ville, c'est aussi de l'intégrer un peu partout, d'avoir des espaces verts partout, mais pas que des espaces verts, des jardins. C'est vraiment de développer les espaces de réensauvager la ville, de remettre de la nature sauvage et pas que des jardins, pas que des toits végétalisés. Et c'est vraiment une réflexion qui englobe en fait vraiment toute la réflexion de la ville et pas que de végétaliser des espaces. Merci Théa. En fait, la question nature en ville, moi, c'est une expression avec laquelle je suis de moins en moins à l'aise. Parce que j'avais travaillé à l'époque à Toulon sur un projet LIFE porté par la région qui s'appelait Nature for City et dans laquelle en fait la justification de la nature en ville, donc ce qu'on appelait la nature, n'était éligible et justifiable qu'au prisme des services rendus que ça allait faire pour l'homme, pour l'être humain dans le cadre du changement climatique. Et donc on allait tolérer les pieds d'arbres et les arbres et tout ça que parce que l'argument vraiment rationnel, c'était l'évapotranspiration, ça fait baisser de 2 degrés la rue, et donc comme les projections disent que ça va monter de 5 à 7 là-bas en Provence et tout ça, donc c'était des espèces d'argumentaires super scientifiques sur la justification de la nature en ville, sur ce que la nature va nous rendre service à nous. Et donc quand même, je ne sais pas, ça pose déjà la question que la nature, que nous on soit distincts de la nature. Donc déjà, il y a la nature, il y a nous et puis la nature. Et donc c'est une vision qui n'est pas du tout universelle, parce que dans plein de cultures dans le monde, la nature, le monde, l'homme, tout ça, c'est un truc qui fonctionne ensemble. Et donc nous, on est très marqués par Descartes et tout ça, la modernité, le canard est une machine, tout ça. Donc déjà, il y a ce truc de qu'est-ce que la nature par rapport à nous. Et puis cette idée qu'on va nous accueillir de la nature chez nous, comme si, je veux dire, c'est pas la nature qui est chez nous, c'est nous qui sommes dans le monde et toutes les espèces et tout le cosmos, les planètes, les étoiles et tout ça. Donc il y a une espèce de, à un moment, un jeu d'échelle, moi que je trouve un peu vertigineux, où on est là, ouais, donc il y a le monde pour les humains, et puis parfois on va tolérer de la nature dedans. Alors que je veux dire, d'un point de vue, je ne sais pas, aborigène, c'est complètement ahurissant comme vision parce que c'est pas nous qui laissons un petit truc
un petit truc à la nature. C'est nous qui remercions d'être déjà parmi toute la création, une création de plus. Et on a un petit rôle à jouer là-dedans qui consiste à rendre hommage à ce grand mystère de la vie. Et donc il y a un truc d'échelle quoi, qui est... et donc c'est pour ça que notre projet, on l'a appelé Ville terrestre, parce qu'on n'en pouvait plus de ce truc de nature en ville. On disait, il ne faut pas de la nature en ville. Ça, c'est un petit problème. Parce qu'on peut très bien avoir des petits espaces de biodiversité hyper bien foutus en ville, et puis une ville qui continue par ailleurs à extraire des ressources partout, piller les richesses des pays du Sud et tout ça. Et donc, on a appelé ça ville terrestre parce qu'on disait c'est pas de la nature en ville, c'est de la ville dans la nature, quoi, la ville dans le monde, sur un site géographique avec des rivières, des terres agricoles, des trucs pour nous nourrir et tout ça. Et c'est le pari compliqué qu'on essaye de faire quoi, avec... à ce projet Ville terrestre où on essaie de poser, de problématiser avec des cartes, des thèmes et tout ça, pour essayer d'avoir une vision globale de qu'est-ce que serait la ville écologique quoi, du futur, qui n'est pas juste une ville comme aujourd'hui avec un peu de nature en plus. Quoi. Ça fait beaucoup écho, notamment là ce que tu viens de dire, aux discussions qu'on a eues. Donc samedi, on avait notre discussion thématique autour des questions du rapport des rapports humains-biodiversité et de tout ce que ça peut impliquer, notamment en termes de sémantique et de la perception en fait, de ce qu'on pose comme étant nature, ce qu'est biodiversité, ce que sont ces objets des fois on voit comme très détachés de nous. Et notamment, on avait des visions qui nous étaient partagées, qui sont beaucoup plus proches et qui font beaucoup moins une distinction entre les deux et qui sont inspirés des visions notamment de peuples autochtones et des peuples premiers, de gardiens de la nature, donc qui sont des peuples qui parviennent à vivre en harmonie, en équilibre en tout cas avec leurs écosystèmes. On a vu l'ouverture de nos territoires urbains à plus de biodiversité quand l'humain s'est un peu mis en hibernation pendant le Covid. J'imagine que vous avez toutes et tous vu toutes ces vidéos d'animaux qui rentraient dans les villes beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'humain et du territoire urbain, de la pression qu'on impose? J'imagine que vous, donc c'est ce que tu disais un peu, mais à Sentier Métropolitain, c'est aussi une volonté, la marche, donc c'est l'idée de marcher au travers d'un territoire, c'est aussi une autre expérience du territoire. C'est une expérience qui est peut-être plus lente, qui prend plus de temps. Est-ce que c'est aussi être plus en équilibre avec la biodiversité, avec les écosystèmes? Donc au départ, les sentiers métropolitains, ça vient plutôt du monde de l'art contemporain avec les artistes marcheurs. Mais plus ça va, plus c'est devenu des outils de prospective écologique des villes et des territoires. Et comment on peut, depuis la marche à pied, penser, imaginer un futur des villes. Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Vous marchez entre Versailles et Cergy-Pontoise, vous allez voir plein de situations différentes, géographiques, urbaines, avec un coup une rivière busée, des anciens maraîchers qui ont été plus ou moins mangés par la ville, ou pas, ou qui continuent à vivre, un centre équestre, une vieille ferme écroulée. Enfin bref, il y a plein de situations qu'on voit en marchant. Et donc depuis depuis ces deux pieds, quoi, dehors, on réfléchit à l'avenir de la ville. Enfin, on en fait un outil de prospective. Et ce qui nous paraît important, en fait, avant de commencer à imaginer qu'on va changer la ville avec des super outils, il y a déjà un énorme travail d'inventaire à faire et juste d'état des lieux général de tout et de l'histoire de comment on en est arrivé là, quoi. Même au niveau philosophique, quoi. Quand on voit la machine de Marly qui vient pomper l'eau de la Seine pour faire marcher des fontaines de Versailles, et qu'on voit la place que ça prend, et qu'on se dit là je touche à un sujet énorme, quoi, de comment on veut maîtriser la nature, et on voit que peut-être il y a quelques années on aurait dit c'est génial, c'est trop marrant, ils étaient trop forts à l'époque, ils avaient déjà imaginé des grosses machines compliquées, et maintenant vu l'urgence dans laquelle on est, on le voit autrement, quoi. Peut-être on se dit c'est peut-être dans des moments comme ça que sont nées des façons de penser de domination de la nature dans laquelle on est toujours aujourd'hui, quoi. Donc, Puis, dans la marche, il y a un peu un double enjeu, je trouve, qui est d'un côté apprendre à découvrir son territoire, à voir ce qui existe, comment il se compose, quels sont ses enjeux, parce que voilà, par exemple,
notre sentier, c'est le Grand Paris. Et c'est vrai que souvent, on parle de Paris intramuros, de toutes les belles choses qu'il y a à y voir. Et faire le sentier du Grand Paris, voilà, ça permet aussi de vraiment connaître son territoire, ses enjeux. Et ça, je pense que c'est important. Enfin, au niveau des élus, souvent, on a l'impression qu'ils nous pondent des plans qui sont un peu hors de la réalité. Et donc, c'est vrai que marcher et se balader et voir la pollution de ses propres yeux, de la vivre, ça fait quelque chose de beaucoup plus fort dans sa chair que de juste en entendre parler dans les journaux. Et même au-delà de ça, je trouve que ça permet aussi de désintellectualiser finalement l'histoire et de la ville et la réflexion écologique, parce que c'est accessible à tous en fait de marcher, prendre le sentier et découvrir ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, voir ce qui existe en fait, parce qu'il y a aussi des choses positives sur le sentier. Il y a aussi des initiatives très écolo qui datent en fait d'il y a des dizaines d'années et dont on peut s'inspirer pour de prochains territoires. Et voilà, c'est aussi le rendre accessible et pas juste dire voilà, l'écologie c'est dans les bouquins, c'est une réflexion avec des grandes têtes, des grands noms. Voilà, c'est aussi le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus concret que des idéologies utopistes qui paraissent parfois un peu hors sol. Comment, Marine, donc à Partie Civile, vous avez travaillé, il me semble, sur un rapport sur les questions de nature en ville. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler là-dessus ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti globalement ? Alors, ce qui nous a poussé, c'est un peu la réflexion que tu faisais tout à l'heure de remettre un peu l'homme les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il y a, comme ce que je disais tout à l'heure, il y a la biodiversité et la place qu'on a pris sur Terre, et en fait on a complètement oublié que ces espaces ils étaient partagés, et comme tu dis, aujourd'hui on a l'impression qu'il faut remettre de la verdure là où finalement en fait c'est nous qui avons tout enlevé. Et c'est d'ailleurs une des convictions qu'on porte, qu'aujourd'hui il faut enlever justement de la ville. C'est pas que mettre de la nature sur la ville, c'est aussi enlever de la ville et laisser plus de place à la nature. Ça c'est une conviction qui est quand même assez forte de laisser la nature comme elle est, d'avoir des espaces qui sont complètement sauvages. Et après il y a quand même la dimension de bénéfices dont tu parlais un petit peu tout à l'heure. On vend beaucoup les bénéfices de la nature en ville. Il ne faut pas qu'on les prenne uniquement comme tels, parce qu'il faut qu'on puisse voir ce qu'on rend à la nature de façon simple et sans chercher des bénéfices pour l'homme. Mais c'est quand même pertinent de comprendre ce que la nature nous apporte, et je pense que ça se joue à ces deux niveaux-là. Et en tout cas, c'est ce que nous, on défend chez Partie Civile, c'est qu'il faut rendre à la nature et rendre ces espaces pour que la biodiversité puisse s'épanouir, mais il faut aussi qu'on puisse comprendre ce que la nature nous apporte pour justement mieux la lui rendre. Et dans ces bénéfices, il y en a plusieurs. Ils sont environnementaux, comme on vient de le citer, de laisser la biodiversité s'épanouir. Il y en a aussi des économiques et beaucoup sociaux et sanitaires. Sociaux et sanitaires, c'est plus au sens large. Sanitaire, ça peut notamment lié par exemple aux canicules, les canicules qu'on ressent depuis ces dernières années, qui ont fait 38 000 morts depuis 1975 en France. C'est énorme, et on se rend compte qu'en fait plus on met de nature en ville, plus les espaces sont rafraîchis, et plus il y a quand même un écart de température, par exemple à Toulouse ou à Strasbourg, entre le centre-ville et la périphérie, de 7 à 8 degrés. Donc on se rend vraiment compte que plus il y a de biodiversité, plus les espaces sont frais, et on peut lutter contre le réchauffement climatique et des effets du réchauffement climatique. Donc ça, c'est un des bénéfices. Il y en a d'autres qui peuvent être sociaux et voilà. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que, nous en tout cas, ce qu'on pense et ce qu'on veut porter, c'est que la nature va nous le rendre autant qu'on peut lui apporter, et que c'est en fait un échange, et que c'est important de le comprendre dans ces deux sens-là, et comme tu disais, pas uniquement sur les bénéfices qu'on peut en tirer. Je voudrais juste ajouter un truc, et je trouve que le débat qu'on a là maintenant sur les mots, sur le fait de parler de nature et tout ça est ultra intéressant, ultra important et nécessaire par rapport à la distinction que tu faisais tout à l'heure. Personnellement, j'aime beaucoup parler du vivant, aussi parce qu'il nous replace à l'intérieur, et je trouve que c'est un terme qui est hyper important. Et par rapport au rapport justement qu'on entretient avec ce vivant-là, j'aime beaucoup l'idée de composer avec le vivant, l'idée d'en fait de pas forcément dominer ou forcément imposer quelque chose, mais aussi partir du principe, du constat en fait qu'il y a aussi des règles qui sont régies par le vivant, et on doit composer avec.
L'idée étant que ces règles-là, on ne peut pas forcément jouer avec au long terme, mais qu'il est important de composer avec ces règles-là, de réussir parfois à en tirer parti, c'est parfois nécessaire, tu parlais des arbres par exemple, c'est parfois nécessaire, mais dans une logique qui est une logique plus inclusive, en composant avec ce vivant-là. Voilà. Comment toi travailler avec des abeilles et apporter cette graine de vivant en ville? Comment tu perçois l'importance de ça? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Avec les ruches qu'on a installées, il y a 2 propos importants. Le premier, c'est la production de miel. L'idée étant de laisser toujours plus aux abeilles, mais de pouvoir en tirer un peu. Pourquoi? C'est aussi de considérer que là où on installe des ruches, il y a un vrai écosystème, il y a un vrai terroir, et que le miel permet de l'exprimer. Comme on va exprimer un terroir avec du vin, on va exprimer un terroir avec du fromage. Le miel est l'expression de ce terroir-là, et à Paris, il se trouve qu'il y a un terroir qui est très très intéressant. Les ruches sont à la Villette, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs différentes, une diversité qu'on ne retrouve pas forcément en milieu rural, et donc la ville apporte cette complexité-là et ce côté unique. L'autre versant, c'est un versant de sensibilisation, comme j'expliquais tout à l'heure, et le fait d'amener des abeilles en ville, de rapprocher ces thématiques-là des populations urbaines qui n'ont pas forcément la chance d'avoir accès aux vivants rapidement ou la chance de pouvoir y accéder géographiquement de façon proche. C'est les abeilles qui vont à la rencontre des personnes qui vivent en ville, qui n'ont pas forcément la chance de se déplacer. Et ça agit également en lien, comme l'expliquait, on va forcément parler, comme je vous disais tout à l'heure, de fleurs, on va parler de pollution, on va parler d'espèces invasives. Je pense par exemple au frelon asiatique qui se développe extrêmement en ville, notamment parce qu'il fait plus chaud qu'en zone rurale. Et donc en ville, il y a eu un vrai fléau du frelon asiatique. Et c'est à nous, apiculteurs, de composer avec ces règles-là, en tout cas cet état de fait qui existe, de composer avec lui, essayer parfois de le niveler. Donc on va lutter par exemple contre le frelon asiatique, mais on ne pourra jamais l'éradiquer. Le but n'est pas de l'éradiquer non plus, parce qu'on n'y arrivera pas et que c'est quelque chose qui est vain. Le but est de composer avec, de trouver des manières d'interagir de façon la plus intelligente possible avec ces conditions extérieures-là qui nous sont imposées. Voilà. Globalement, il y a ces 2 questions-là, et donc installer des ruches en ville participe à ce mouvement-là, participe à la fois à la production, à le côté plus artisan d'une production qu'on va faire en ville, mais également l'idée de partager des connaissances, de partager une émotion, comme tu parlais tout à l'heure, de faire aux gens l'expérience du corps, de se rendre compte que oui, il y a des frelons qui mangent les abeilles, et quand on le voit, je vous assure que si vous venez voir les abeilles qui se font manger par les frelons, vous aurez des bien meilleurs acteurs pour lutter contre les frelons à terme. Vu que tu parles d'abeilles, de frelons, ça me fait penser juste à un truc un peu connexe, mais qui est que là, quand on pense à abeilles frelons, moi de suite je pense au réflexe que j'ai d'avoir peur quand il y en a autour de moi et tout. Et c'est vrai que je trouve qu'on a un rapport à la nature qui est assez répulsif. L'homme, il a une tendance toujours à vouloir supprimer la nature, mais pas... parce que quand on parle de nature en ville, on pense plus au buisson, à l'arbre, donc à un truc vert qui n'a pas trop de conséquences sur nous, mais donc tout ce qui va avec cette nature, c'est aussi les insectes, les animaux, la faune, quoi. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de repartir à la base, qui est comment nous, ce que tu disais avec le vivant, comment nous on s'intègre là-dedans plutôt que de chercher à se distinguer, et aussi en fait comment on pourrait relier l'homme à la nature, c'est-à-dire recréer des liens affectifs en fait entre l'homme et ce qui l'entoure, le reste du vivant, et voilà, d'arrêter d'être dans cette peur de la nature, dans cette peur de tout ce qui n'est pas carré, propre, qui est artificiel. Et encore parallèlement, je fais encore un parallèle, c'est vrai que même quand on essaye d'intégrer du coup des dispositifs naturels dans la ville, même en dehors des insectes, voilà, il y a aussi encore un côté répulsif qui est que en fait les gens trouvent que ça fait pas sérieux, ça fait un peu sale, c'est moche. Il y a un peu aussi ce truc esthétique où en fait finalement on trouve que ça n'a pas sa place et qu'on trouve pas ça beau, qu'on trouve pas que ça s'intègre dans notre quotidien, et voilà. Et c'est vrai que il y a aussi de ça, que en dehors du fait qu'il y a un grand manque de nature,
dans les espaces urbains, c'est aussi, je pense qu'on n'a pas, en fait, on a quasiment plus cette relation, et il faut aussi la recréer, pour aussi donner envie aux gens de permettre ça, et même aux politiques, c'est aussi, voilà, recréer un lien affectif, quoi, avec le vivant, la nature et les abeilles, et d'arrêter d'écraser les abeilles quand on en a peur, quoi. Ouais, justement, par rapport à ça, je pense que c'est un lien sympathique, mais aussi empathique par rapport aux vivants qui nous entourent, de renouer ce lien et de recomprendre, de se saisir d'empathie quand on est en lien avec le vivant. Ça, je pense que ça a complètement disparu, en tout cas en ville. Et c'est ce que tu disais sur le fait qu'on écrase des insectes. Il y a vraiment cette notion d'empathie qui a disparu finalement ces dernières années. Et finalement, voir et expérimenter le vivant, c'est mieux le connaître, c'est mieux le comprendre. Et donc, c'est souvent aussi comme ça que globalement, on devient plus empathique et qu'on apprend à mieux vivre avec, à mieux composer, à mieux le protéger aussi potentiellement. Et donc, peut-être aussi à mieux accepter le fait qu'on doit partager cet espace. Et on n'est pas dans et lâcher une relation qui est pour... tu l'as dit tout à l'heure, qui pour l'instant, la relation de la société occidentale principalement, elle est très opprimante vis-à-vis du vivant aujourd'hui. Et c'est aussi, on a un peu le sentiment qu'on a besoin de tout maîtriser, comme ce que tu disais, que tout soit cadré, carré, que ce soit propre et que ça ne dépasse pas. Et c'est des tests qui ont été faits, quand on parle par exemple de toitures végétalisées pour mettre de la nature en ville, les toitures végétalisées, on s'est rendu compte que à Paris par exemple, il y avait en fait 70% des espèces végétales sur les toitures végétalisées qui étaient arrivées de façon totalement spontanée. Et en fait, on se rend compte que quand on ouvre un petit peu la porte à la nature, en milieu urbain notamment, mais finalement, il y a énormément de choses qui se passent qu'on n'avait pas du tout appréhendées, qu'on n'avait pas du tout contrôlées, et c'est génial, sauf qu'il faut qu'on accepte aussi un peu de lâcher du lest là-dessus et de se dire finalement, prenons les choses comme elles viennent et remettons-nous à notre place. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, laissons un peu de liberté à ce niveau-là. Je suis complètement d'accord. Et j'ajouterais que juste de mon expérience par rapport aux insectes, tout ça, tous les espaces qui sont un peu laissés en friche sont les espaces qui sont les plus intéressants, ou très souvent hyper intéressants. Je pense par exemple à la petite ceinture près de la Villette notamment. C'est une source de nourriture pour les insectes très 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 importante. Il y a des ronces qui vont pousser, il y a du lierre qui va pousser. Et tout ça fait des fleurs qui sont nécessaires et hyper importantes aussi pour la diversité de tous les insectes et donc du coup de tous les petits mammifères qui vont en dépendre et en fait de tout l'écosystème écologique qui dépend de ces zones-là. Donc c'est non seulement important mais c'est ultra ultra nécessaire. Oui, je pensais à un truc parce qu'on parlait de connaître, mieux connaître la nature pour mieux la protéger et tout. Et moi, j'ai été super marqué récemment par une lecture qui est le livre de Charles Stepanov sur la chasse, qui s'appelle L'animal et la mort. Et donc Charles Stepanov, il est anthropologue et sa spécialité, lui, au départ, c'est les chamans de Sibérie. Et donc il les connaît par cœur et tout ça. Il a écrit plein de bouquins dessus. Et pendant le confinement, il s'est retrouvé à Paris et il s'est mis en fait à s'intéresser à des communautés qu'il ne connaissait pas, mais qui sont à 100 km de Paris, des communautés de chasseurs. Et il analyse donc comme un anthropologue les rapports en fait nature entre ces gens qui sont donc il y a plein de sortes en fait moi je viens de la campagne du Sud-Charente mais je connaissais pas du tout en fait ce monde-là et en fait il parle lui d'une double posture de notre monde la moderne qu'il appelle exploitation, qui est une espèce d'hybridation entre l'exploitation d'une main, de la main gauche, et la protection de la main droite. Et pour lui, il ne voit pas du tout de contradiction entre les deux. C'est la même chose, c'est la modernité. D'une main, elle détruit, de l'autre, elle protège. Et elle explique aux peuples autochtones qu'il ne faut pas chasser le lion parce qu'il est protégé et tout et tout. Et donc, on disait tout à l'heure, ouais, je sais pas, les Amérindiens n'ont pas le même rapport à la nature et tout ça. Et donc lui, il va en Sologne, il va à 100 km de Paris, et il dit, mais là, la modernité, elle n'est pas pour tout le monde. En fait, il y a des gens qui ne distinguent pas du tout la nature et la culture. Ils vivent ici, ils connaissent les animaux, ils les aiment, ils ont de l'empathie pour, en même temps, ils les chassent, ils les mangent. Et il n'y a aucune contradiction là-dedans. Et donc tout ça, enfin moi, ça m'a complètement retourné la tête, ce bouquin, hein, parce que c'était hyper renseigné et puis ça explore un tabou et un angle mort énorme dans l'écologie qui est la question de la chasse,
parce que la chasse en fait, il y a chasse au pluriel, en fait, il y a plein de chasses, et lui, ce sur quoi il travaille le plus, c'est la chasse paysanne. Donc le petit gibier, la perdrix qui a disparu parce qu'on a détruit les haies et tout ça. Et donc voilà, c'était juste un petit aparté sur le fait que le rapport à la nature, il n'est pas forcément... Justement, on devrait s'inspirer d'exemples qui sont ni dans l'exploitation, ni dans la protection, mais qui sont dans le vivre avec, qui excluent pas que de temps en temps, on va aller se servir ou prendre, et en même temps, on a envie de connaître, et en même temps, on admire, en même temps, on rêve, et en même temps, on mange. Enfin, il y a une espèce de complexité là-dedans que je trouve très... Enfin, pour le coup, c'est un champ là, à explorer qui est nouveau pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'est pas alphabétisé à ça. Moi, j'avais jamais lu un truc aussi intéressant sur les rapports vie-nature depuis très longtemps, quoi. Et voilà. Donc, je recommande très très chaudement Charles Stepanov. Les trucs sur les chamans de Sibérie, c'est aussi totalement passionnant. Mais ce livre-là, L'animal et la mort, il s'appelle le livre. Il est fascinant, et notamment sur le tabou de la mort. Le fait qu'on est, d'un côté, on fait des zones de protection de la nature, puis de l'autre, on a des abattoirs, donc on ne veut pas voir qu'on met à la sortie des villes. Mais après, on dit que les chasseurs sont des méchants parce qu'ils tuent des animaux. Mais en même temps, on fait des abattoirs derrière. Il y a une espèce, ça explore tout ça dans tous les sens. C'est hyper passionnant. Donc voilà. C'est vrai que la question finalement de ville et vivant pose la question des multiples rapports qu'on a avec le vivant. Tu en as exploré plusieurs, et puis on peut rajouter l'animal domestique avec qui qu'on va accepter comme habitant de notre maison, mais l'araignée qu'on ne veut surtout pas voir dans notre maison, quitte à penser avoir un petit peu d'empathie et la prendre pour la mettre dehors, alors qu'on c'est malheureusement la pire chose à faire. Et finalement aussi, cette perception c'est aussi très culturel. Il y a des sociétés très différentes qui vont avoir des rapports avec le vivant très, très différents. On est, nous occidentaux, très souvent très choqués par la chasse à la baleine, alors qu'on sait qu'il y a quelque chose de très culturel derrière. Au Japon, ou en tout cas, il y a une partie de la population qui soutient d'un point de vue culturel. Et un des grands combattants de la chasse à la baleine, c'est l'Australie. Et le Japon est souvent offusqué de cette attaque par l'Australie en disant mais vous chassez vous chassez et vous mangez les kangourous. Et donc c'est vraiment c'est des oppositions et des visions très différentes du vivant. Petit intermède, je rappelle évidemment que si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir à tout ce qui est dit, n'hésitez pas, cette discussion se passe aussi avec vous. Ouais. Non, pour revenir sur la chasse à la baleine et l'aspect culturel de certaines pratiques animales, il y a aussi la corrida qui est souvent nommée quand on veut défendre certaines pratiques et on le justifie avec des enjeux culturels qui sont derrière. C'est vrai que moi personnellement j'ai un petit peu du mal avec cette justification, j'ai du mal à comprendre et je pense que ça nous permet de comprendre ce qui a été réalisé dans les années précédentes, dans les siècles passés, et aujourd'hui ce qu'on veut mettre en place. Finalement, que culturellement, pendant des années, on ait agi de telle façon par rapport à la corrida, à la chasse à la baleine, en fonction des pays, puisque les cultures sont différentes dans tous les pays, mais par rapport à l'urbanisation et l'extension de nos territoires, et donc la diminution de la biodiversité et des espaces libres pour la biodiversité. Je pense que tout ça, c'est intéressant à mettre en lumière pour comprendre ce qu'on veut maintenant. Que culturellement, il y a eu certaines pratiques, ça dans tous les cas, on ne le refera pas, mais qu'aujourd'hui, on décide que ces pratiques-là, que ce soit la corrida, la chasse à la baleine, ou arrêter de s'étendre et d'urbaniser absolument tous les territoires qu'on a sous la main. Je pense que c'est plutôt ça, en tout cas personnellement, je pense le discours qui est à tenir, c'est que voilà, culturellement, on peut aussi décider de faire notre transition, dans tous les cas qui est fondamentale et nécessaire pour les enjeux environnementaux et climatiques qui sont devant nous. Et on peut partir de ce postulat-là pour justement définir ce qu'on veut plus tard culturellement et laisser aussi à nos enfants culturellement. Je reviens en effet un peu sur le sujet des villes, donc villes et vivants. Donc vous évoquiez le sujet
des sentiers métropolitains, c'est que vous avez ce projet des villes terrestres. Vous partez d'une page blanche. Là, malheureusement, on part sur notre planète. Alors, je comprends évidemment l'enjeu pédagogique qui est hyper intéressant, mais comment aujourd'hui on part pas d'une page blanche? Comment, que ça soit Paris, que ça soit le Grand Paris, que ça soit plein de territoires urbains divers et variés, qu'est-ce qu'on en fait de nos villes? Parce que est-ce que la solution, c'est finalement chacune va avoir son pavillon et donc son jardin? Et du coup, est-ce que c'est ça la solution? On va mettre une portion de jardin pour chacun, mais dans ce cas-là, l'extension, si on commence à étendre horizontalement, l'extension va être énorme. Et d'un autre côté, un HLM, on est proche on est très proche d'une présence du vivant qui est très faible. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on modifie notre urbanisme et notre conception des territoires urbains et des territoires peuplés en général? Alors, moi j'ai une formation d'urbaniste et ce qu'on apprenait à l'époque à l'Institut, c'était que la bonne ville, c'était la ville dense. Et la ville, il fallait densifier la ville. Et le problème, c'était le périurbanos autour, avec les pavillons, qui sont d'horribles égoïstes, qui veulent avoir leur propre jardin, alors qu'en ville, on partage et tout. Et donc, sauf que après, il y a eu Sébastien Marot, donc, qui a parlé d'agriculture, lui-même inspiré par David Holmgren, qui est l'inventeur de la permaculture, donc qui est un Néo-Zélandais ou un Australien, je ne sais plus, David Holmgren. Et donc, c'est lui qui avait écrit le plus gros pavé à l'époque sur la permaculture, toute l'explication de comment ça marche, pourquoi. Parce qu'en fait, c'est récent tout ça, la permaculture, même si ça s'inspire de pratiques en partie anciennes. Mais lui, il a fait après un guide qui s'appelle The Shift Guide, ou je ne sais plus comment, Retro Suburbia, voilà, A Guide to Shifting Territory, un truc comme ça. Et donc dans Retro Suburbia, il fait un scénario dans lequel les banlieues en fait des villes, donc les banlieues des villes à l'américaine, quoi, c'est-à-dire tous ces grands pavillons avec ces jardins, devient en fait, au lieu d'avoir des petites pelouses avec des bosquets décoratifs, en fait, devient vraiment cultivé, quoi. Il fait même une espèce de petite éco-fiction sur une rue qui s'appelle Housey Street, où il imagine qu'il y a 4 maisons qui vont finir à terme par fusionner leur jardin. Il y aura 2 chèvres ici, là un poulailler, là il y aura carrément un champ assez grand et tout ça. Et en fait, la banlieue de ces villes devient autosuffisante. Et donc, ça devient, dans ce scénario-là, qui moi m'a un peu retourné la tête une fois de plus, le problème en fait n'est plus en fait la banlieue. En fait, la banlieue, à la limite, elle va réussir à cultiver un peu dans un scénario qui va vraiment à fond dans l'idée, aura des terres agricoles. En tout cas, il y en aura sur place, il y en aura pas loin, parce qu'après on est vite en dehors de la ville. Et le problème, en fait, c'est le centre-ville, quoi. C'est le centre-ville hyper dense qui n'est pas capable de créer la moindre de ce qu'il consomme. Il ne produit pas ses... alors, on pourrait imaginer de l'artisanat, mais en tout cas, au niveau des terres, le centre-ville, c'est compliqué, quoi. Là, il y a 2 millions d'habitants, intramuros. Ils peuvent pas... Je veux dire, s'il n'y a plus d'approvisionnement, c'est hyper compliqué pour eux, quoi. Pas tellement pour le petit pavillon à Drancy, quoi. Donc, enfin, voilà, comme quoi les perceptions peuvent vachement évoluer dans le temps. Ce qu'on appelait la ville écologique d'avant, donc dense, qui économise l'espace par personne et qui fait de la densité et tout ça, se révèle être presque contre-productif, quoi. Mais par contre, il faut jardiner, il faut se former à la permaculture, il faut créer des communautés de solidarité entre voisins pour voir comment on peut aller aider machin à faire son compost. Et lui, il a trop de cerises, moi j'ai trop de pommes de terre. Tout ça, ça s'organise, c'est beaucoup de travail. Mais voilà, et donc ville terrestre, le scénario qu'on construit là, il est un peu dans cette idée-là, quoi, de comment on peut, avec une sobriété énergétique, un besoin énergétique qu'on baisse au maximum. Donc c'est pas juste changer de technologie d'énergie, c'est baisser au maximum. Et comment, en poussant à bout, on est inspiré par ces exemples-là, quoi, de Holmgren, permaculture, voilà, quoi. Bon, après, moi je suis donc plus jeune urbaniste, donc j'ai des cours plus récents, et je pense on parle encore de la densification en ville, et
Ah, ok, c'est de la musique. Et en fait, je pense que, en fait, comme tout, la réponse c'est juste qu'il faut trouver le bon équilibre entre la densification, mais en même temps, tout en laissant de l'espace à tout le monde, de l'espace à la terre, enfin, voilà, comme d'habitude. Mais après, la densification, sans qu'elle soit poussée à son extrême, elle est aussi positive dans certains aspects, dans le sens où ça permet aussi d'avoir un fonctionnement beaucoup plus local, où en fait, on n'a plus besoin de la voiture pour se déplacer, parce qu'en fait, tout se trouve dans un même champ. On peut trouver à la fois à côté de chez soi le jardin potager, l'espace vert où on peut se balader, on peut trouver les magasins, je sais pas, on peut tout trouver en fait à proximité. Et ça, si on a tous notre maison individuelle avec notre jardin, c'est sûr que c'est compliqué parce que tout s'éloigne. Donc je pense qu'il faut trouver aussi le juste milieu entre les deux. Et voilà, il ne faut pas penser que aussi à vouloir s'éloigner les uns des autres, vivre aussi dans des villes un peu denses, pas trop, mais qui le soient un peu, c'est quand même aussi positif. Mais Ok, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que ce que tu disais, le vrai enjeu c'est l'autonomie de nos villes et savoir pouvoir cultiver et être un peu indépendant, notamment des terres autour. Et en fait, ça rejoint surtout ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a différents enjeux qui sont liés à la nature en ville et aux villes écologiques de demain, notamment les enjeux de mobilité. Par exemple, quand on pense notamment à avoir des villes autosuffisantes. C'est pas uniquement pour tout avoir autour de nous et avoir des cultures sur les toits et des toits végétalisés. C'est aussi pour limiter notamment les émissions de carbone issues des transports pour s'approvisionner en telle ou telle nourriture. Et je pense qu'une ville qui est plus écologique, c'est surtout une ville où on arrive à avoir accès à ce qui nous est nécessaire dans un rayon assez proche. Et ça, c'est effectivement possible, comme tu disais, si on arrive à des villes qui sont peut-être un peu plus à taille humaine, pour pouvoir laisser justement le champ libre à davantage de nature, mais aussi de nature libre, mais aussi de nature qu'on va cultiver et trouver l'équilibre entre tous ces espaces. Alors, je suis hyper d'accord avec tout ce qui est dit, je trouve ça très intéressant et je voudrais juste ajouter quelque chose, ça me fait beaucoup penser à toutes ces questions d'agriculture urbaine et de cette vocation qu'on a souvent pensé, et je pense à tort, de production et que par rapport à la production en ville. Et à mon sens, l'agriculture urbaine qui rendrait une ville autosuffisante, c'est une fiction qui sera de toute façon impossible à mettre en place, tout simplement parce qu'il y a des cultures qui sont par définition extensives et qui ont du mal ou qui coûtent cher ou qui finalement par les travaux qu'elles nécessitent ont un impact qui est démesuré par rapport à la production. Sans remettre en cause toute l'agriculture urbaine, et il y a des exemples très concrets, très précis qui existent. Je pense à la Caverne qui fait des champignons dans Paris et qui utilise à bon escient des espaces de parking souterrain qui étaient laissés vides pour faire des champignons, qui est vraiment, pour le coup, hyper pertinent. Et l'agriculture urbaine doit exister et doit continuer, mais sans qu'on y mette la pression d'une production et d'une autosuffisance. La vraie valeur que j'y trouve, personnellement, c'est une valeur de sensibilisation, et ça a cette vertu d'exemple qui permet de rapprocher des problématiques des personnes et qui permet d'avoir un support concret, de produire effectivement, mais sans avoir cette idée d'avoir une ville qui est une île, qui est complètement désancrée de tout écosystème extérieur. Pour moi, c'est une fiction, ça n'existera pas et c'est même pas désirable en vérité. Après, oui, ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, avec aussi intégrer en ville des espèces de nature sauvage, en fait. Enfin, juste de ne pas être juste dans de la nature qui est prévue, qui est très... voilà, d'être des espaces où on laisse vraiment la nature se développer comme elle entend. Mais en même temps, ça me fait aussi écho, cette idée de développer de l'agriculture, mais qui n'est pas de la production. Ça me fait penser en fait à ce que nous a dit quelqu'un qui a participé à notre atelier tout à l'heure, qui était que, en fait, par exemple, souvent on plante des arbres en ville et que c'est super intéressant en fait de planter des arbres fruitiers aussi, parce que forcément en fait ça a des vertus différentes que juste mettre toujours le même arbre qui fait que des feuilles sur les avenues. Et voilà, c'était super intéressant le côté fruitier. Les platanes, c'est pas une très bonne idée de peupler tous les insectes par exemple, et ce que tu dis est hyper pertinent. Il y a aussi ces questions-là, vous êtes urbaniste du coup si j'ai bien compris, et moi je milite, et ce qu'on avait construit ensemble dans la note qu'on avait fait paraître avec Partie Civile, c'était aussi l'idée
pas faire qu'en fonction des besoins de l'humain. Donc même cette idée de composition, oui, effectivement, peut-être que les platanes sont pratiques, qui font de l'ombre et tout ça, mais il n'y a pas que ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Et c'est important de réussir à avoir un équilibre entre tous ces impératifs ou ces besoins qui existent et auxquels on répond par l'urbanisme notamment. Ça me pensait à un cours que j'ai eu qui était du coup plutôt scientifique. Donc moi je suis pas du tout scientifique, donc je vais très mal l'expliquer. Mais en gros on a eu un cours de Thierry Tettoni qui est un écologue qui nous expliquait qu'en fait aussi un problème de la nature en ville, c'est qu'on a tendance à donc cibler certaines espèces végétales, enfin on appelle ça des essences. Et en fait finalement on se retrouve par exemple les platanes, on n'a que des platanes partout et en fait ça c'est super pauvre en biodiversité d'avoir juste la même espèce dans toute la ville parce que en fait la biodiversité pour qu'elle soit forte il y a besoin qu'il y ait vraiment une diversité d'espèces et pas juste tout le temps les mêmes. Et ouais, c'est comme les autoroutes où on voit tout le temps les mêmes arbres à la suite et en fait du coup ils sont en plus apparemment ils sont créés à partir de la même souche, enfin c'est pas du tout mon terme mais voilà, et en fait c'est pour ça que quand il y en a un qui est malade, après ils sont tous malades sur l'autoroute, on voit là les espèces de points là dans les arbres partout, enfin c'est une catastrophe même scientifiquement de vouloir tout le temps mettre les mêmes espèces dans toute la ville, c'est super pauvre. Et juste pour rebondir sur les arbres fruitiers, je pense qu'il y a aussi il faut aussi sensibiliser les citoyennes et les citoyens parce que c'est un point qui repousse souvent les élus des collectivités pour mettre en place des arbres fruitiers, parce qu'on avait échangé avec Partie Civile, avec certains élus qui en fait nous expliquaient que c'était pas possible parce qu'après c'était trop coûteux de récupérer les fruits qui tombaient, que c'était sale, que du coup les gens se plaignaient. Et en fait, je pense que c'est du coup un peu une sensibilisation à deux niveaux, c'est-à-dire que ça doit aussi se co-construire avec les habitants des collectivités pour que finalement ils comprennent que ok, ça va être sales selon leurs valeurs, parce que finalement des arbres qui tombent et des fruits qui sont au pied des arbres, moi je vois pas pourquoi c'est sale, mais du moins ça rentre pas dans les critères qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est aussi peut-être évoluer avec, que les citoyens et les citoyennes aident à évoluer et sensibilisent les élus sur ces questions-là et diminuent leurs attentes en termes de propreté comme on l'entend aujourd'hui et comprendre que c'est plus ces attentes-là qu'on doit avoir puisqu'il y en a d'autres qui sont plus pertinentes. Donc on a autant un enjeu de plus de vivants dans les territoires urbains que aussi de comment on met plus de vivants, à la fois autant quantitatif on va dire, mais qualitatif. Cette question de la diversité des espèces, en effet, c'est aussi la question de est-ce que, parce qu'aujourd'hui, si on reprend les enjeux climat face au dérèglement climatique, nos villes sont probablement les territoires les moins adaptés et du coup les plus fragiles. D'ailleurs, on a parlé de la question des canicules. Les territoires urbains sont aussi très souvent les plus fragiles par rapport à des inondations, par rapport à des glissements de terrain, etc. Là où on sait que les espaces naturels, globalement, ils sont beaucoup plus résistants et résilients. Et la diversité des espèces, en effet, ça permet d'augmenter cette résilience. Donc il y a aussi évidemment un enjeu de comment est-ce qu'on réensauvage. C'est un terme qui a été utilisé à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on réensauvage? Et réensauvager, c'est avec aussi toute la diversité d'espèces que ça peut porter. Je sais pas si... Vas-y. Ouais, non, par rapport aux inondations, il y a, et comme tu disais, réensauvager, il y a aussi cet enjeu de débitumer, non, je sais plus. Donc enlever le bitume de nos villes un maximum. Et les inondations, c'est un peu l'exemple typique pour comprendre les conséquences du bitume lors d'événements environnementaux de ce genre. Parce que finalement, un sol avec du bitume, il est complètement imperméable, alors qu'un sol végétal, il est perméable et il permet surtout de traiter l'eau qui après rentre de façon propre dans les nappes phréatiques. Donc c'est tout un système qui se fait totalement naturellement et sans coût. Là où finalement, quand on a du bitume, c'est imperméable, ça renforce les phénomènes d'inondation. Et en plus, il faut que nos collectivités, et donc finalement nous, on paye pour un système d'évacuation des eaux pluviales en plus. Donc il y a, et ça rejoint ce qu'on disait sur les bénéfices, il y a aussi des bénéfices financiers
comme naturels qui sont à prendre en compte face à ces événements climatiques qui se multiplient ces dernières années. Je repose le sujet. Si vous avez des questions, on va bientôt approcher de la fin de notre discussion. Donc évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez aussi réagir. Ah, on a une question. J'avais une question sur l'agriculture urbaine qu'on a brossée rapidement, mais justement vous parliez du manque de pertinence de certaines solutions d'agriculture urbaine. J'avais eu l'occasion d'en discuter vite fait avec la DEV. Effectivement, ils disaient que c'était impossible d'atteindre une autonomie alimentaire à Paris, que c'était même pas souhaitable au niveau de ce que ça engendrerait. Qu'est-ce qui, par contre, pourrait être pertinent comme agriculture urbaine et à quelle échelle ? Comme tu le dis, en fait, je pense que c'est une question d'échelle. En fait, je pense que tout peut être adapté ou adaptable à la ville, mais c'est une question d'échelle. Par exemple, je pense qu'au collège Robert Debré, je crois qu'il est dans le 19e, où en fait, par exemple, ils font pousser du blé. En fait, du blé en ville, c'est pas pertinent parce qu'en soi, on va pas faire beaucoup de farine avec ou quoi que ce soit. Mais c'est pertinent parce que c'est dans un collège et que ça permet à des jeunes de savoir comment pousse le blé, les invasifs ou les espèces ou les maladies qu'ils peuvent avoir dessus, et du coup de montrer, de réancrer les personnes dans l'idée qu'en fait parfois la récolte il n'y en aura pas du tout en fait, parce que juste le blé s'est fait défoncer par telle ou telle espèce, tu comprends? Et du coup je pense que c'est une question d'échelle. En fait, le champ de blé en ville il n'est pas pertinent, mais si c'est dans une échelle qui est réduite et qui a vertu de démonstration, de pédagogie, tout ça, c'est très pertinent. Après, par exemple, est-ce qu'il faudrait adapter tous les bâtiments? Je ne suis pas architecte, mais mettons avec un support de poids qui est plus important pour supporter en fait toute la végétalisation. Est-ce que le coût énergétique, le coût économique n'est pas trop important par rapport aux bénéfices réels qu'on va en tirer? Moi, je ne suis pas convaincu. Par contre, est-ce qu'en végétaliser certains, c'est peut-être très pertinent parce que ça permet justement d'avoir cet accès-là et de montrer que c'est quelque chose qui est faisable, et ça rapproche, encore une fois, juste les personnes urbaines de ville qui, justement, par définition, manquent d'espace, et donc ça peut être une solution. Mais c'est pas la solution, il n'y a pas de solution en vérité parfaite. Après, oui, peut-être sur la question de qu'est-ce qu'on appelle agriculture urbaine, parce que agriculture urbaine à Paris ou je sais pas, à Angoulême, c'est pas la même chose, quoi. Et donc on distinguait pendant longtemps agriculture urbaine, agriculture périurbaine. Et maintenant, avec les périmètres de métropole ou d'intercommunalité qui vont englober des communes quasiment rurales, la définition n'est pas partout la même. Mais ce que moi j'entends par agriculture urbaine, en gros, c'est dans l'aire urbaine, quoi. C'est pas forcément, évidemment, le centre-ville, c'est pas là que tu pourras cultiver le plus efficacement. Et puis c'est compliqué, comme tu dis, faut mettre des trucs sur les toits, faut renforcer les bâtiments, ça devient un peu artificiel, quoi. Mais par contre, dès que tu sors un petit peu du hypercentre et que le tissu s'écarte un petit peu, quoi. Les bâtiments sont plus espacés, il y a plus d'espace vert. Là, tout de suite, potentiellement, tu peux cultiver. Il y a un exemple historique qui est frappant, c'est Cuba 89, où ils se sont retrouvés isolés parce qu'il y a eu la chute du mur, ils n'avaient plus d'échanges avec l'URSS pour s'alimenter. Ils refusaient l'aide, ils ne voulaient pas d'aide internationale, et ils se sont dit on va cultiver nous-mêmes sur des petites parcelles, et donc ça s'appelle les organoponikos. C'est un exemple assez incroyable donc de descente énergétique là d'un coup, du jour au lendemain quasiment. Et alors toute la population a perdu, semble-t-il, 5 kilos en moyenne, et peut-être qu'on a tous parfois 5 kilos en trop, je sais pas, mais en moyenne, j'en sais rien, on mange peut-être trop, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu ils ont réussi par l'agriculture urbaine, sans les produits phytosanitaires, sans rien, par du bio obligé parce qu'ils n'avaient pas les produits, à le faire, quoi. Et donc c'est pas une blague, c'est pas juste un hobby, quoi. C'est un truc potentiellement de survie, en fait, quoi. Mais après, oui, ça dépend des parcelles. C'est sûr, sur 100 mètres carrés de jardin, tu vas pas faire vivre une famille de 4. Mais ça dépend de la taille des jardins, et puis ça dépend et puis peut-être pas raisonner jardin par jardin, mais par zone, quartier. Et imaginons que tu arrives à faire pousser sur la commune un tiers ou un quart déjà de l'alimentation en légumes, ce serait déjà énorme. Et puis après, à plus loin, tu aurais de plus grandes exploitations maraîchères, mais déjà,
ouais, alors l'agriculture urbaine, c'est un peu tout ça, quoi. À mon avis, c'est aussi pavillonnaire, c'est aussi des grands ensembles avec ces grands espaces verts dont on fait rien, tout l'espace des parkings, voilà quoi. Et ah, vas-y, je t'en prie. Juste sur le sujet du fait que quand la plupart des bâtiments ne seraient pas capables de reprendre le poids, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des études qui ont été faites, alors je ne sais plus par quel groupe, mais bon, j'étais allée au Forum du Bois, il y avait une conférence justement sur le sujet de la surélévation, parce que c'est un sujet pour tous ceux qui souhaitent densifier la ville, mais on peut prendre ces conclusions et les aborder d'un angle tout à fait différent. Et l'une des conclusions les plus intéressantes auxquelles ils étaient arrivés, c'est qu'environ un tiers des bâtiments à Paris peuvent être surélevés d'au moins un étage. Et que pour tous ceux qui ont été construits dans les années 60, ils peuvent être surélevés d'environ 50% de leur hauteur actuelle. Ce qui fait qu'en fait, on a tout à fait moyen de créer des milieux productifs en hauteur. On a tout à fait moyen de créer des serres, on a tout à fait moyen de rajouter des épaisseurs de terre conséquentes, c'est possible. Et du coup, ça rejoint un peu l'exemple de Cuba où tu expliquais qu'ils avaient réussi finalement à être autosuffisants, bon, en perdant 5 kilos, mais finalement ça montre aussi qu'en étant un peu plus sobre et en diminuant aussi nos modes de vie qui sont aujourd'hui extrêmes et de consommation à l'excès, et avec ce type de système sans arriver vers une autonomie complète, puisque bon, on ne le sait pas, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est fictif, mais finalement on peut au moins tendre vers une autonomie partielle ou au moins une capacité à produire et à densifier cette agriculture en ville. Du coup, merci pour cette information, c'est cool. Et en fait, moi, la question que ça me pose, c'est du coup, même si c'est possible, est-ce que c'est vraiment désirable? Est-ce qu'il vaut mieux pas se dire on va arrêter d'artificialiser des terres près des grandes villes qui sont déjà accessibles, déjà fertiles et qui fonctionnent déjà très bien toutes seules et qu'on peut cultiver, ou se dire que par défi technique, on va aller agrandir des bâtiments? En fait, la question, c'est même pas tant la question de la possibilité technologique ou économique, c'est juste est-ce que c'est désirable de le faire, alors même qu'il y a des espaces qui sont à proximité des villes, qui sont déjà à même de pouvoir remplir à cette mission-là. Voilà, c'est moi mon interrogation. C'est pas une question, c'est pour répondre à ce que vous venez de dire. En gros, oui, ça peut être désirable, puisque du coup, les espaces qui sont fertiles, ça, ils pourraient retourner complètement à la nature sauvage. Et comme tu disais, les espaces en ville pourraient nous servir pour nous. Donc, moi, je pense que ça peut être désirable, puisqu'on grignote toujours de plus en plus sur la nature. Donc, pourquoi tout devrait appartenir aux hommes? Je vais rajouter, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ce ne sera pas toujours désirable. Ensuite, il y a forcément des cas où ça peut être désirable. Par exemple, dans le cas des bâtiments des années 60, ils sont souvent réalisés avec une toiture terrasse. On réalise en plus que, d'après l'étude qu'ils ont fait, la plupart des bâtiments des années 60 peuvent être rehaussés jusqu'à 50% de leur hauteur. Donc, il est tout à fait envisageable, si on a besoin d'une surélévation, de faire une surélévation et de prévoir en même temps un espace qui soit productif. Voire, il est tout à fait possible d'imaginer créer un espace productif avec une structure qui est déjà capable de supporter la terre sans avoir à rajouter énormément de matériaux ou sans avoir un bilan carbone trop lourd. On peut essayer d'évaluer de sorte à ce que ce soit positif. Mais je suis d'accord que ce ne sera jamais le cas sur l'ensemble. C'est-à-dire que là, on parle d'un tiers des bâtiments qui seraient surélevables. Peut-être que non, c'est même pas 1% qu'il faudrait surélever. Mais voilà. L'idée, c'est ça, c'est pas d'être dans une espèce d'extrémisme à vouloir faire sous les toits. L'idée, c'est que c'est une bonne idée, mais que c'est pas forcément tout le temps une bonne idée. Et c'est juste cet élément-là qui est hyper important, je pense. Ça revient à un débat. On a eu un débat sur les toits de Paris, qui est en ligne d'ailleurs, sur notre page Facebook il y a 3 jours, je sais plus, enfin cette semaine. En fait, la surélévation, elle se base sur les murs. Pour ce que nous disait Peace and Love, qui fait de l'agriculture urbaine, et Mercier Raymond, c'est qu'il faut une capacité du toit d'avoir 350 kg au mètre carré pour faire à peu près. Et là, il y a eu une agriculture urbaine. Ils ont parlé d'un exemple à Lyon qui vient de forcer le toit, justement, qui a
défoncé le toit, je sais pas comment on dit, le toit s'est fendu en fait parce que c'était trop lourd. Donc en fait la surélévation c'est une question, mais c'est la capacité qu'ils avaient dans le modèle économique justement à renforcer les toits faisait un coût énorme et une pollution carbone importante puisque c'est du béton et que c'était pas une solution pour eux. Et l'autre point, je dis ça juste pour éclairer parce que comme vous le verrez en ligne, l'autre point c'est que la surface des toits à Paris c'est une communauté de 2 millions de personnes, l'agglomération je sais pas combien c'est mais les urbanistes savent mieux que moi, et donc c'était inenvisageable de penser d'arriver à une solution. Moi je l'ai traduit plutôt comme une solution de témoignage, d'exemple, qui aussi pouvait être une solution sur certaines petites cultures. Il parlait beaucoup d'aromates, de trucs, mais dès qu'on rentrait dans une production de pommes de terre, de choses comme ça, qui nécessitent beaucoup de terre, très profonde, et ils n'arrivaient pas à une solution. Je parle que des toits, hein, je ne parle pas d'autres espaces libres dont vous parliez à l'instant, mais c'était juste pour dire ça. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Et ici? Je pense que c'est juste un exemple, nous, on a trouvé hyper inspirant, c'est la ferme du rail qui s'immisce dans une sorte d'espace qu'on n'avait pas vu, quoi, quasiment dans la ville. Alors c'est pas sur les toits, mais c'est quand même dans la ville et c'est quand même, ils arrivent à produire quand même pas mal au final pour la ferme. Ouais. Il y a un autre exemple que je trouve hyper inspirant, c'est peut-être que vous connaissez, sans doute, je sais pas. C'est au niveau du réservoir d'eau de Belleville. Il y a près du cimetière, juste derrière, il y a une parcelle en fait qui était une parcelle polluée avec différents éléments, je ne sais plus exactement lesquels. Et ça a été proposé à pariculteurs il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus trop. Et la personne qui a gagné, c'est une personne qui fait des fleurs à couper. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas cultiver la nourriture dessus. Mais c'est quand même un bel espace. Ce serait quand même dommage de faire des immeubles dessus alors que c'est un espace de terre qui n'est pas bétonné. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des fleurs à couper qui en fait juste ne sont pas mangées, donc c'est pas toxique pour les personnes qui vont les acheter, et ça permet en fait d'approvisionner certains fleuristes du quartier en fleurs à couper qui sont pas forcément des espèces qu'on peut retrouver normalement parce que le transport fait que la fleur va être trop cette espèce-là est peut-être trop sensible et du coup ne pourra pas parvenir à temps. Et du coup ça réancre aussi d'autres modes de culture, d'autres modes d'agriculture urbaine qui sont pas forcément pour la consommation directe. Mais en plus je trouve ça beau, c'est des jolies fleurs, et du coup ça offre d'autres exemples de ce qu'on peut faire en fait en ville et réussir à valoriser d'autres territoires qui sont pas forcément, des terres qui sont pas forcément valorisables autrement. Surtout que j'imagine que si on parle fleurs, on peut potentiellement parler abeilles. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et du coup c'est aussi comment les interactions du vivant peuvent aussi amener plus de vivants encore en ville. Je vous propose qu'on termine cette discussion. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière réaction à chaud, mais merci beaucoup en tout cas à vous quatre pour cette très riche discussion. On a abordé plein de sujets et je pense qu'il y en aura encore évidemment plein d'autres. Mais merci pour cette discussion. Merci d'avoir suivi cet avant-dernier apérocop ici à l'Académie du Climat en direct sur Facebook. Comme le précisait Hugues, tous les lives sont évidemment disponibles, visionnables sur la page Facebook de l'Académie du Climat. Et on se retrouve demain pour un dernier duplex. On va essayer de voir si on arrive à rassembler du monde. Alors c'est le dernier, donc peut-être que tout le monde sera occupé ou peut-être déjà parti. On va bien voir. Et puis pour être plus sur une dernière discussion de clôture autour de la COP et autour de tous ces sujets qu'on a pu aborder, de finances, d'énergie, de transport, de nature en ville, de tous ces sujets qu'on a abordés au cours des 2 semaines. Donc on pourra essayer de voir qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on fait aussi après, ici à l'Académie du Climat ou au-delà. Merci beaucoup et bonne soirée.